La session. Donc, on va attaquer le Ouais. panel numéro 2. Alors, Mélie, tu devais intervenir en premier, mais ton problème de son fait que ça va pas être possible. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on inverse un peu l'ordre prévu initialement. Peut-être Vrouillir que tu puisses commencer, le cas échéant, et alors que je te laisse introduire nos invités. Le temps que Mélie trouve Trouve le réglage son et que Stéphane solution prenne la à porte de... ces problèmes sonores. Ok. Alors que c'est à toi, je quitte la scène. Merci Frédéric. La Donc, bienvenue à toutes et tous pour ce panel 2 dans le cadre du World Interaction Design Day. Nous sommes dans une session en français, francophone, et nous allons passer du temps à nous poser des questions sur la notion de responsabilité du design, d'essayer de comprendre les comportements sociaux aujourd'hui, et notamment avec ce qui s'est passé là en 2020, entre comportements sociaux, Covid, numérique, et pour celles et ceux qui ont eu l'occasion d'assister au panel 1, l'angle d'attaque était la fabrique du consensus, et on avait des intervenants qui regardaient tout ce qui était au sens large et flou le bien commun. De ça, on va légèrement déplacer notre centre de gravité, et nous avons 4 panélistes qui vont essayer de nous déconstruire la notion de responsabilité du design, du designer, du fait de designer, avec Mélie Larocque qui est designer et qui est actif notamment dans une association qui s'appelle Designer Éthique. Mélie, est-ce que tu nous entends toujours? Mais nous, on t'entend pas. Donc, ça va être rock'n'roll. Ensuite, nous avons Vrouillir Joubanian. Vrouillir est basé à Beyrouth et Vrouillir aujourd'hui a un titre assez fascinant, Head of Experimentation. Et on peut traduire ça en français comme le patron de l'expérimentation pour les Nations Unies, l'UNDP, qui est une partie des Nations Unies. Et donc, Vrouillir va nous raconter ses activités de ce point de vue-là et comment la notion de responsabilité joue un rôle. Ensuite, nous avons Romain Petiot. Romain, lui, est basé à Nantes et Romain, lui, nous parlera de ce qu'il fait avec son agence Have a Green, nom très anglophone pour une journée très francophone. Et Romain est à la base développeur, donc de cet angle d'attaque développeur à designer, il va nous déconstruire son activité au jour le jour. Et ensuite, nous avons Stéphane Vial. Je ne sais pas si Stéphane apparaît. Stéphane est basé à Montréal. Stéphane était avant cela à Paris et à Nîmes. Et aujourd'hui, Stéphane est professeur de design à l'UQAM et il est titulaire de la chaire Diamant sur la cybersanté mentale. Je vous avouerai qu'avec tous les bugs et les glitches qu'on est en train de vivre, la cybersanté mentale, elle en prend un sacré coup. Et en attendant de retrouver Stéphane, on va demander à Vrouillir de rapidement se présenter et de présenter ses activités et puis de nous dire ce qu'il pense de cette notion de responsabilité. Alors pour le public, Vrouillir est multilingue. Il peut nous parler en libanais comme il peut nous parler en anglais et bien sûr en français. Et si jamais il y a un mot de libanais ou d'anglais dans son français, ça fait partie de la beauté de la conversation qu'on va avoir. Comme moi-même, je suis d'origine indienne et que je peux parler en anglais, en hindi, en bengali et en swahili. Donc, Vrouillir, the floor is yours, comme on dit en français. Par contre, Vrouillir, on t'a perdu aussi d'un point de vue son. Finalement, Romain, tu vas être le seul à pouvoir parler avec moi. Vous m'entendez maintenant? Oui, super. Merci Alok et merci tout le monde. Je voudrais juste, je parle l'arménien aussi, si jamais quelqu'un veut que je traduise.
Alors, moi, je m'appelle Vrouir Joubanian. C'est pas un prénom qui est très facile à prononcer. Euh, c'est d'origine arménienne. Et je suis maintenant, comme Alok a dit, chargé d'expérimentation à l'UNDP, Nations Unies, Organisation de développement des Nations Unies. Donc, ce que je fais là-bas, c'est partie d'une lab qui s'appelle Accelerator Lab. Et ce lab, il y en a 60 dans le monde maintenant. Et on a commencé en 2019. Et le mandat de ce lab est de produire une approche design centrée sur l'humain, des projets de développement et des projets humanitaires au sein de United Nations. Et ce que cela veut dire, c'est on n'importe pas de projet d'un pays à l'autre. C'est des projets qui répondent à des besoins réels des communautés avec lesquelles on travaille. Pour un designer, ça c'est obvious, c'est très normal, mais pour des organisations qui sont très grandes comme United Nations et les ONG internationaux, c'est pas très aussi obvious pour les designers. Avant de continuer, je voulais juste dire que pour moi, personnellement, il ne va pas y avoir une différence entre designer et staff, un employé dans le développement. Le processus qu'on partage, c'est le même. On partage un processus en tant que recherche et ideation, prototyping et tout le design process. La différence, c'est qu'on utilise des terminologies ou bien un vocabulaire un peu différent. Mon rôle là-bas, vraiment, c'est de designer des prototypes et des expériences pour valider ou pas valider des hypothèses ou des suppositions que l'on a dans l'organisation. Et ces prototypes peuvent être des produits, des services, ça peut être des emails ou des trucs de communication qu'on fait. Ça dépend, c'est des levels qui sont différents. Pour vous donner juste un exemple très vite, maintenant on est sur le COVID, la pandémie, et on a fait des recherches et des enquêtes. On a trouvé que si les gens avec qui on travaille, avec lesquels on travaille, ils savent le numéro ou bien le nombre de personnes qui viennent en contact, avec qui ils viennent en contact chaque semaine. S'ils voient ce numéro, bien sûr, ils vont être beaucoup plus precautious, beaucoup plus precautious. Prudent. Prudent, oui. Ils vont mettre les masques et beaucoup plus. Ils vont pratiquer le social distancing. Parce que les gens avec qui on travaille, quand on leur demande combien de gens ils travaillent tous les jours, combien de gens il va chaque jour, ils disent 5, 7. Et pour eux, c'est sérieux. Vrouir, juste une petite remarque. Est-ce que tu peux venir plus près de ton micro et le fait que tu bouges, ça crée des ondulations sonores. Et donc, c'est mieux? Oui. Renaud, tu nous fais un feedback? Ou est-ce que ton casque est mal positionné? Ok. Mais peut-être si tu es plus près de ton micro, ça va le faire, je pense. C'est mieux comme ça? Ouais. On est en train d'accumuler tous les bugs possibles et inimaginables, donc soyons rudes. Le public reste sympa avec nous. On y va. D'accord. Donc, l'hypothèse ou bien la supposition qu'on a, c'est que si les gens voient le nombre, ils vont être beaucoup plus prudents. Donc, ce que j'ai construit, c'est un simulateur qui demande 5 questions et avec les réponses des gens, ça va nous donner un nombre total de gens avec qui
on vient en contact chaque jour. Donc, pour tester ça, maintenant, on est en train de développer un chatbot sur WhatsApp. Et WhatsApp, c'est un, c'est un outil qui est très populaire au Liban. Et pour beaucoup de communautés, c'est une source d'information primaire. C'est une source d'information primaire. Donc, télé, Facebook, WhatsApp. Donc, on fait maintenant un chatbot sur WhatsApp qui parle avec les gens et leur demande 5 questions. Et il prend les réponses et leur donne un nombre total de personnes. Et ce nombre est vers 500, 600, 700, ça dépend des interactions. Et c'est l'effet choc que les gens ont. Il leur met beaucoup plus dans un statut ou bien dans un situation de précaution. Donc, je crois que ça c'était une introduction très longue pour un titre un peu fluffy. Ouais. Allô, tu nous entends? Ce qu'on peut faire, c'est on va déplier ce point dans la suite des échanges. Je souhaiterais juste faire un petit test audio avec Mélie. Oui. Mélie, est-ce que tu nous entends? Oui. Et vous? Ah, Oui. c'est parfait. Ah, ouf. Excellent. La magie de la technologie. Donc, bienvenue Mélie, et je sais que tu es contrainte par le temps, puisque tu dois partir à 18h15 et on a la chance de t'avoir avec nous. Tu es designer, comme je le disais en intro, et tu es impliqué avec Designer Éthique. Et ce serait intéressant de partager avec nous ce qu'est Designer Éthique, que fait Designer Éthique et pourquoi doit-on avoir Designer Éthique, qui pour moi est une question ontologique, mais je te laisse la parole. D'accord, merci. Merci en tout cas pour l'invitation. Je suis contente de vous retrouver. Pour représenter Designer Éthique, donc c'est une structure qui est apparue il y a maintenant 4 ans. Ouais. Donc c'est notamment quand Karl et Jérémy, qui étaient à l'ENS Lyon, qui se sont intéressés à la question du numérique et qui ont décidé de créer la première édition d'Ethic by Design. Et donc, ils ont fondé l'association Designer Éthique. Et en fait, la première édition d'Ethic by Design, justement, c'était de poser la question de la responsabilité dans le numérique. Un sujet qui était, il y a quelques années, vraiment nouveau dans le monde du numérique, qui n'était pas vraiment abordé, du moins dans la scène française. Et ça avait rencontré un succès assez important à la première édition. Et en fait, ils se sont dit, il faut faire perdurer l'association et lui donner une nouvelle forme, faire continuer dans le temps. Donc moi, j'ai rejoint l'association en 2017, fin 2016-2017. Pendant que j'étais étudiante, j'avais repris mes études à l'école Design Nantes-Atlantique. Et je m'intéressais beaucoup au sujet justement d'éthique dans le numérique. Donc moi, je me suis intéressée à ce sujet-là en rentrant par le filtre de design de l'attention. Et en fait, après, quand on rentre sur ce sujet, on découvre l'économie de l'attention, toutes les problématiques du numérique, mais même des modèles économiques qui sont conçus aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai rejoint l'association en tant que présidente. Et l'idée aujourd'hui, c'est que l'association, au-delà de l'événement, vit aussi tout au long de l'année. Donc, c'est une structure de recherche-action sur le sujet de la responsabilité dans le numérique, et notamment par le filtre du design. Donc, pour explorer cette grande thématique, on a des ateliers, des séminaires de recherche, action qu'on mène durant l'année. Donc, dans les différentes antennes en France, il y a une antenne Designer Éthique à Paris, à Nantes et bientôt à Lyon, on espère. Et voilà, donc on invite des experts, des chercheurs qui questionnent une nouvelle approche du numérique, donc plus responsable. Donc ça peut être plein de domaines. Ça peut être la question de concevoir de manière responsable. Donc on parle beaucoup de conception low-tech, d'éco-conception, par exemple. Ça, c'est un angle d'approche. On parle de design systémique. Ça, c'en est un aussi qu'on a abordé pendant nos séminaires de recherche-action. Et en parallèle, on a aussi une communauté
de designers et d'étudiants design qu'on accompagne donc soit en mémoire de fin d'études et qu'on intègre aussi au collectif s'ils souhaitent par exemple développer des nouvelles méthodologies, des outils de design qui sont après disponibles en Creative Commons. Donc on a actuellement développé une méthode de design attentionnel donc qui a été fait par un designer de chez Sismo, Lena Fort. Et une autre méthode en Creative Commons sur l'analyse d'impact via le design systémique que j'ai créé. Donc voilà, et ça c'est ouvert évidemment à toute personne qui souhaite rejoindre le collectif. Et puis évidemment, on a notre événement Ethic by Design tous les 2 ans, où c'est un format qu'on répète puisque l'idée c'est de venir tous les 2 ans, on va dire, faire une synthèse des thématiques qui nous semblent importantes et d'actualité dans le monde du numérique à considérer. Et c'est un moment qui est intéressant puisque on invite un panel assez riche d'intervenants, que ce soit des chercheurs, des praticiens du design, des enseignants, des membres de la société civile pour donner un point de vue et en fait connecter aussi la communauté numérique et des designers sur ces questions-là et faire progresser en fait aussi les compétences et connaissances sur les sujets de responsabilité. Voilà, et ces journées ont lieu pour le moment? Pardon? Oui. Oui. Et donc, en effet, là, on est en plein dans la semaine Ethic by Design, donc avec notre 2e journée qui est en parallèle, ils doivent être en live en même temps que je vous parle. Voilà. Où, là, aujourd'hui, on explore la question. Hier, donc, c'était la thématique de l'impact environnemental qui était à l'honneur. Et aujourd'hui, on est sur la question politique de l'innovation et de la formation des designers. D'accord. Et si on rebondit sur ce que Mélie vient de dire et qu'on reconnecte à ce que Vrouir disait, tous les deux, vous êtes occupés avec de la recherche-action dans des contextes différents. Et Mélie, toi, tu parles de ces journées qui ont lieu tous les 2 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans qui serait frappant, excepté Covid, en termes de Ethics by Design et qui pourrait nourrir Vrouir dans ses recherches-actions? Et est-ce que des activités de Vrouir peuvent nourrir ce qui se passe en France? Juste pour commencer à faire du ping-pong. Ouais. Alors moi, je commence et après je laisse la parole à Vrouir s'il souhaite rebondir. Et après, Romain va devoir attraper des balles qui deviennent de plus en plus lourdes. Donc, c'est ça. Moi, de ce que j'ai pu observer, alors bon, ça c'est un point qui est assez important dans notre approche aussi dans l'association Designer Éthique, c'est que ce virage aussi de recherche-action, il est assez récent pour nous, même si en fait au fond on le faisait depuis le début, mais on l'avait pas formalisé. Mais en fait, on trouve important qu'il y ait une structure associative qui puisse aussi faire le lien entre le monde professionnel des designers en entreprise et le monde de la recherche. Et avoir des liens entre ces communautés qui des fois sont passées en lien en fait, pour apprendre mutuellement des uns et des autres et nourrir aussi les pratiques en entreprise. Donc c'est aussi pour ça qu'on a souhaité faire cet angle recherche-action. Et est-ce qu'on peut observer donc depuis 2 ans, c'est qu'en effet le sujet de la responsabilité évolue beaucoup dans la sphère du numérique et dans les entreprises. Évidemment, c'est à mon avis fortement lié au contexte sociétal et social que l'on vit, donc avec des changements climatiques qu'on ressent de plus en plus dans nos vies au quotidien, tels que le coronavirus, et voilà, et plein d'autres facteurs. Et donc finalement, on sent qu'il y a une conscientisation qui devient de plus en plus palpable et que les professionnels, mais pas simplement les designers, souhaitent aussi passer à l'action et proposer des solutions concrètes pour soit réduire l'impact environnemental, proposer des outils plus accessibles, être vraiment dans une démarche éthique globale du numérique. D'accord. Maintenant, Vrouir, quelles sont tes réactions par rapport à ce que tu entends avec une question que je me pose et que je nous pose, c'est que la notion d'éthique devrait être omniprésente. Mais on a besoin de designers éthiques ou d'autres entités pour les rendre explicites dans des systèmes qui l'ont, entre guillemets, rendu invisible ou l'ont caché. Est-ce que je suis trop critique quand je pose cette question? Vrouir et puis Mélie, et puis on va passer la parole à Romain.
D'accord. Donc, tout d'abord, merci, Émilie. Et, je crois que les points que les points que tu as posés sont très, euh, c'est mieux. Oui, je crois que vais tu me dois mettre embrasser ton écran. D'accord. Donc, je disais que oui, le point d'éthique chez les designers ou les organisations avec lesquelles on travaille, c'est quelque chose qui n'est pas très évident. Ouais, je vous donne juste quelques exemples. Euh, Dans la phase recherche de n'importe quel projet, de design ou de développement, on est en train d'engager des usagers ou bien des communautés avec qui on travaille et on a besoin de leur data, de leur, on fait des enquêtes, on fait des enquêtes en ligne, ou bien, en personne ou bien sur le téléphone, parce que si on n'a pas le data des communautés avec lesquelles on travaille, les projets vont être des flops. Euh, mais il y a deux trucs ici que je voudrais mentionner. Le premier, c'est les designers et nous, là, les designers qui travaillent dans le développement. On a cette assumption, supposition que les gens ont le temps. Ils peuvent me donner le temps qu'on veut, ce qu'on veut. On peut leur engager pour 2 heures, 3 heures, 4 heures, et juste extract, ou bien, prendre le data d'une façon très extractive, c'est ça, euh, sans euh, redonner aux usagers ou bien aux gens avec qui on travaille. Et dans des situations comme à Beyrouth, comme elle est maintenant, euh, il y a, je vais essayer sans répondre. I think really you have to kill this Bluetooth. Vous m'entendez? Oui. Ah oui, c'est mieux. Ah oui, c'est vachement mieux. Ok, tu peux revendre tes casques là. Non, je blague. Je dois faire ça. Ouais. Ok. Donc, supposition qu'on a, c'est que les gens avec qui on travaille, ils ont le temps, ils ont capacité mentale, ou bien, c'est pas la capacité mentale, mental bandwidth. Je vais laisser mental bandwidth pour engager avec nous, pour nous donner des réponses, des data. Ce qui n'est pas évident, typiquement dans des situations, dans des contextes qui sont dans un état de crise, ça fait des mois ou bien ça fait des années. Donc, les gens avec qui on travaille, ils n'ont plus la patience, ou ils n'ont pas le temps ou bien la patience de se mettre avec des designers, avec des chercheurs, et leur expliquer ou bien parler avec eux à propos des besoins, à propos des comportements. Donc, ça, c'est quelque chose que les designers et les gens qui travaillent dans le développement, ils ne sont pas toujours ils ne mettent pas toujours ça en priorité. La deuxième chose, c'est que on extrait toute cette data des gens, des milliers de gens, de data qui est très, très valuable, qui est très précieux pour les organisations comme les Nations Unies. Et on ne redonne pas, ou bien on ne partage pas les conclusions et les insights et les summaries de sa recherche avec les gens qui sont les propriétaires de ce data. Donc, je vais juste finir sur ce mot. Donc, la responsabilité des designers, pour moi, c'est d'être très careful. Prudent. Oui, quand
à propos du temps des gens avec qui on travaille et de partager les informations qu'on a collectées avec les gens dès le début et ne pas attendre des mois et des années pour leur dire que c'est ça les conclusions auxquelles on a abouti. La troisième chose, c'est j'ai oublié. On va passer la parole à Romain et donc Vrouir, toi tu parles du partage, donc je demanderai à Amélie de réfléchir sur cette notion de partage et du respect du temps, parce que là on parle d'éthique du temps, qui est une problématique fascinante. Et en attendant, je vais demander à Romain de nous rejoindre dans cette aventure périlleuse sur conf.co. Romain, tu nous entends? Oui. Romain, est-ce qu'on t'entend? Et donc, si tu peux présenter en quelques mots ton agence et ta démarche, en sachant que tu étais développeur ou que tu l'es toujours, mais que tu as élargi ta palette à d'autres choses. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Effectivement, moi, je suis développeur, donc j'ai une vue du design qui est certainement très différente de vous. Et donc, j'ai monté une agence web qui s'appelle donc I Have a Green, qui est vraiment portée sur l'éco-conception numérique. Donc, c'est vraiment un axe très fort d'I Have a Green. Et donc, j'aimerais juste refaire un petit peu mon parcours pour que vous compreniez bien un peu mon cheminement. Auparavant, en fait, l'écologie pour moi c'était pas spécialement important. Au début, voilà, trier mes déchets, c'était surtout ma femme qui m'embêtait pour trier mes déchets, par exemple. Et là, il y a eu un film qui a compté pour moi, c'était le film Home de Yana Bertrand, où j'ai commencé à comprendre l'impact environnemental, le réchauffement climatique, comme on disait à l'époque. Maintenant, on parle plus de dérèglement climatique. Et donc, c'est là que j'ai commencé à mettre en place des actions sur l'environnement. Et donc, trier mes déchets, par exemple, comme le faisait ma femme, mais comme aussi la mobilité douce, comme faire attention à ce que je mange, etc. Mais par contre, dans mon travail de tous les jours, j'étais développeur web déjà à l'époque, et l'impact environnemental, j'avais aucune conscience que mon travail avait un impact environnemental. Et c'est à la naissance de mon deuxième enfant, quand j'ai voulu aller plus loin, parce que quand ma fille est née, je me suis dit, si elle vit jusqu'en 2080, déjà, quel sera l'état de la planète si on continue comme ça, sachant que les études sur le climat, pour l'instant, c'est plutôt 2050, et c'est déjà inquiétant. Donc, j'ai eu envie d'aller plus loin dans ma démarche d'écologie, en fait. Et c'est là que j'ai découvert l'impact environnemental du numérique et que mon métier, dans ma profession, il y avait des leviers à actionner. Donc, j'ai découvert le Green Code Lab à Nantes, à ce moment-là, avec Thierry Lebouc, qui m'a un peu aidé et conseillé sur quels sont les leviers à actionner pour être plus vertueux dans mon métier de développeur. Mais déjà, on voit bien que le Green Code Lab, l'aspect de design n'est pas très présent. C'est vraiment axe fort sur le code, en tout cas. Donc, plus sur l'efficience technique que sur une approche de sobriété fonctionnelle. Donc, le Green Code Lab m'a montré des leviers à actionner. J'ai vu que j'étais pas tout seul aussi à être interpellé par le sujet, mais c'est quand on se présentait quand je me présentais comme développeur et un peu spécialiste de l'éco-conception, j'étais un peu perçu comme un ovni, en tout cas à l'époque. Et depuis quelques années, depuis 2 ans à peu près, donc ça correspond à une prise de conscience plus globale, avec la démission de Nicolas Hulot, avec l'arrivée de Greta aussi, les incendies en Australie. Donc tout ça, il y a une prise de conscience un peu plus globale sur l'environnement. Et du coup, l'éco-conception prend de plus en plus d'ampleur, ce qui est vraiment intéressant. Et il y a il y a plus d'actions qui sont menées aujourd'hui, peut-être plus visibles aussi.
Et donc depuis ce temps-là, il y a l'INR aussi, l'Institut numérique responsable, qui arrive donc depuis un peu plus de 2 ans, je crois, enfin qui était déjà actif avec Green IT, le collectif greenIT.fr. Et c'est surtout à partir de là que me suis intéressé au design et à prendre conscience que finalement c'était l'un des plus gros leviers, et bien plus que la technique, et qu'on pouvait donc travailler sur la sobriété fonctionnelle était plus intéressant que de travailler sur l'efficience technique où la phase du jazz finalement a moins d'impact que sur vraiment sur la phase en amont où on a des beaucoup plus gros leviers, et donc les designers et donc c'est à partir de cette période-là que je me suis entouré de designers où et en fait pour l'anecdote, pour moi les designers il y a un peu plus que ça, mais il y a 5-10 ans, pour moi, c'était des créas, en fait. C'était je suis persuadé, je le dis parce que je suis persuadé que pour beaucoup de Français, en tout cas, les designers, ce sont des créatifs et des graphistes. Et en fait, donc j'ai vraiment découvert cette partie de design, de conception. Et donc je l'ai appris à ma mère il y a pas très longtemps, hein, que les designers c'était pas des graphistes. Et c'est une notion qui est pas un peu franco-française. Et des décorateurs, si je peux me permettre. Est beaucoup plus développé que ça, et tant mieux. Mais je pense que ça met un petit peu de temps à arriver en France. Et c'est donc il y a 2-3 ans, j'ai commencé à intégrer dans mon workflow la partie de design et de sobriété fonctionnelle. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette démarche d'éco-conception. Donc déjà d'être centré sur l'utilisateur, ça c'est quelque chose que je faisais auparavant, mais vraiment travailler sur la sobriété fonctionnelle, ça c'était une autre approche à voir avec le porteur du projet et puis avec les différents utilisateurs de mes projets. Donc c'est tout un cheminement, et c'est un peu l'application des valeurs à mon métier aussi, mais c'est une découverte à fur et à mesure du design qui était assez intéressante, et c'est un peu aussi cette découverte-là que je voulais partager avec vous. Merci Romain. Je sais que Mélie n'a que 8 minutes, et donc on va essayer de faire du ping-pong. Romain nous a bien situé la notion de sobriété fonctionnelle. Mélie, c'est une notion qui est évidente avec vos activités au sein de Designer Éthique. Pour Vrouir, en tant que UNDP, c'est quelque chose qui fait partie de son écosystème. La question que je nous pose, et je demanderai à Mélie de réagir, est-ce que les grands opérateurs de cette planète, les grands opérateurs du numérique, qu'est-ce qu'ils font avec la sobriété fonctionnelle? Qu'est-ce qu'ils font avec l'éthique? Qu'en est-il de la responsabilité? Tu n'as peut-être pas la réponse là, mais vous devez en parler au sein du designer. Oui. Ben, moi, je peux donner mon point de vue avec mon expérience personnelle au travers de mon métier designer. Donc, j'ai exercé chez Faber Novel, et puis via ce que je peux observer aussi dans l'association. C'est la question de la sobriété, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais, était nouvelle. Voilà, moi quand je suis arrivée, j'étais déjà assez baignée dans ces questions d'éthique. Donc en interne, il y avait d'autres designers qui étaient intéressés sur ces sujets. On a posé ce sujet en interne pour aussi sensibiliser les autres collaborateurs aux questions d'éthique en fait dans la conception, puisque on parlait de partage tout à l'heure. En fait, le designer évidemment ne doit pas avoir la seule responsabilité de ces questions-là. C'est complètement utopique. Il faut qu'il travaille. De toute façon, il travaille avec d'autres métiers comme les développeurs, comme les chefs de projet et autres. Et donc en fait, dans les entreprises, c'est important de sensibiliser et acculturer tous les métiers sur ces questions de sobriété, d'éco-conception, d'éthique. Donc voilà, et donc ça par exemple, ça me fait rebondir parce que tu demandais de réfléchir sur la notion de partage, mais oui. pour illustrer en tout cas cette notion de partage, moi comment je l'ai vécu quand j'étais designer donc au sein de Faber Novel, justement je devais animer des cafés débats, on appelait ça.
où j'invitais en fait un collaborateur Faber Novel qui n'était pas forcément designer à venir présenter un sujet qui parlait de responsabilité d'éthique. Et donc, par exemple, il y avait des ingénieurs qui venaient parler de la question des terres rares dans la conception de produits numériques. Et c'était intéressant parce que en fait, tout le monde avait finalement un point de vue et était aussi sensible aux actualités qu'on peut voir, etc. Et en fait, tout le monde aussi apprenait des points de vue et expertise des différents métiers. Donc ça, pour le coup, ça a été très enrichissant en tant que designer, mais aussi voilà pour les autres collaborateurs. Et puis pour refaire un point sur la sobriété telle que, enfin pour moi, je pense qu'elle est encore, on est au début en fait de ces considérations-là dans les entreprises et dans les métiers. Il se trouve qu'aujourd'hui, en fait, les personnes qui sont en entreprise doivent se former sur le tas sur ces nouvelles compétences parce que voilà, c'est nouveau quoi en fait. Hein. On n'a pas du tout on n'a pas été formé sur ces questions-là, donc il faut acquérir des compétences par soi-même, etc. Donc il faut que le temps aussi que les personnes puissent monter en compétences. Et ça va être aussi beaucoup plus renforcé par les étudiants qui vont aussi sortir des écoles et qui ont, je pense qu'ils sont beaucoup plus intransigeants sur ces questions-là que d'autres. Donc j'espère que ça va faire un effet boule de neige et que voilà, c'est que la question de sobriété, d'accessibilité, ça va devenir de nouveaux standards de conception et que ça soit juste indispensable dans tout projet de numérique en fait. Mais c'est mon point de vue et mon expérience personnelle. Oui, Romain. Oui, je voulais juste ajouter, donc l'Institut numérique responsable communique beaucoup en ce moment à travers des MOOC. Il y a un MOOC qui est sorti ce matin. Il y avait la conférence ce matin. J'ai pas fait le MOOC, mais je leur fais entièrement confiance. Et ils avaient sorti un MOOC il y a pas très longtemps qui durait une trentaine de minutes. Mais là, ils en ont sorti un qui est beaucoup plus approfondi et qui permet de bien comprendre quel est l'impact environnemental du numérique, mais aussi après comment est-ce qu'on applique la sobriété fonctionnelle et l'efficience technique. Donc, il commence à y avoir des outils pour pouvoir se former. Et j'ai participé aussi avec l'Institut numérique responsable à la mise en place d'un référentiel de bonnes pratiques d'éco-conception où dedans il y a différentes phases. Il y a les parties de développement, celles qu'on attend, mais il y a aussi des très gros leviers et des bonnes pratiques qui sont mises en avant sur l'UX, l'UI, la stratégie. Donc il y a un référentiel qui arrive. Donc là il n'est pas encore public, ne le cherchez pas tout de suite, mais il va arriver. Les bonnes pratiques sont déjà posées, mais on est sur une phase éditoriale. Donc d'ici un mois à peu près, il va pouvoir être public. Et donc on aura ce référentiel pour pouvoir avancer et puis pour pouvoir aussi faciliter l'apprentissage dans les écoles. Moi, j'interviens régulièrement sur les aspects Green IT dans les écoles. Alors pas que des développeurs, mais également des marketeurs, et c'est intéressant de travailler avec eux sur la sobriété et sur comment est-ce qu'on fait un projet numérique. Et ils ont besoin de ce référentiel-là pour bien comprendre. Est-ce que ce serait la réponse à la question que pose Florent Michel? Si vous devez donner un conseil à un étudiant en design, que serait-il? Un peu compliqué, mais le référentiel, en tout cas, est une bonne approche. D'accord, donc il sera. Excusez-moi, c'est en train d'arriver dans la. Il y a l'Institut numérique du responsable qui frappe à la porte de Romain. Peut-être. Je sais pas, c'est pas rentré en tout cas. Mélie, est-ce que tu as encore quelques minutes ou tu dois vraiment disparaître à 18h15? Je peux répondre à cette question et puis je vais devoir vous laisser parce qu'il est 18h15 bientôt. Ouais. Mais non, alors moi si j'ai un conseil à donner aux étudiants, ça va paraître un peu bateau, mais je pense qu'il faut être surtout à notre époque, là où on vit des changements sociétaux et environnementaux très forts et qui vont vraiment, à mon sens, bouleverser toutes les structures telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est d'être curieux de
enfin vraiment être curieux, donc c'est-à-dire en fait aller vers des champs aussi qui ne sont pas forcément réservés au design. C'est pour ça aussi que dans l'association on parle de recherche-action, puisqu'on s'intéresse à différentes expertises, différents métiers pour venir aussi nous nourrir en tant que designer. Et je pense aussi que c'est important de développer un très fort esprit critique. En fait sur ce que l'on peut, ce qui est le standard du numérique aujourd'hui, sur la question des monopoles, pas pour critiquer, mais pour aussi se faire son propre avis et avoir des valeurs personnelles qu'on souhaite aussi porter dans son métier en tant que designer. Voilà. Donc c'est sur ça que. Ouais. Donc, chers étudiants, vous avez bien entendu les suggestions de Mélie. Et merci Mélie, parce que tu es fragmenté entre cet écran-ci et un autre écran où tu dois suivre ce qui se passe avec les journées de designer éthique. Oui. Merci d'être venu et d'avoir interagi avec nous. Ce qui est perturbant pour nous tous, c'est qu'on touche à des sujets qui sont complexes et où 45 minutes ne suffisent pas. On a besoin de workshop action pour déconstruire ça, je pense, avec les étudiants. Mais on va te libérer, Mélie, et on va continuer avec Vrouir et Romain. Et je vois Stéphane dans un message qui dit qu'il n'a jamais été aussi frustré que ces 10 dernières années. Donc, courage Stéphane, bienvenue à la vie numérique. Et Mélie, bon voyage dans l'autre série. C'est ça. Ben, merci beaucoup et puis au plaisir de continuer les discussions sous un autre format. Oui, merci. On inventera un endroit et surtout avec AXD Interaction Design Association, je pense qu'il y a des passerelles à créer et donc ce sera intéressant pour les étudiants et pour le public. Merci d'être venu et à très bientôt. Merci. Au revoir. On continue avec merci. Frédéric qui nous a joué un tour en nous tous. Rebonjour Frédéric. Rebonjour. Quelqu'un a quitté a fermé la scène en fait. Ah oui, n'importe qui peut fermer la scène. Oui, c'est ça. Donc tout à l'heure c'était moi. Voilà, tu avoues. Voilà, j'ai fait une fausse manœuvre avec mon téléphone en faisant un test avec Stéphane Vial. Et là, je pense que quelqu'un d'autre a coupé la scène. Donc, on aura sur cette session, ce panel, accumulé un certain nombre de classiques de la visioconférence. Donc, je pense qu'on tient un classique. Je pense qu'on devrait répercuter à compte les douleurs qu'on vient de vivre. Mais on va continuer. Voilà. Romain, toi qui es développeur, il y a une question, je pense, que Florent a mis dans le Q&A box. On utilise les trackers pour avoir des analytics, pour mieux connaître les utilisateurs et affiner l'UX. Cela génère énormément de requêtes serveurs. Cela génère beaucoup de data. Quid de la sobriété numérique? C'est nécessaire de bien connaître ses utilisateurs, de connaître leur parcours, de connaître... afin d'améliorer nos services, on n'a pas trop le choix. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est ne pas les laisser brancher en permanence, parce que c'est ce qu'on a tous tendance à faire quand même. Souvent, on utilise Google Analytics et on va le laisser sur toute la vie du service numérique. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est le mettre pendant 2 semaines. Enfin, ça dépend du nombre de visites, mais si on le laisse pendant 2 semaines, on a suffisamment de data pour pouvoir les analyser. Ça dépend des services, mais je pense que et ensuite on peut peut-être couper une partie de ces services-là. Et il y a des services aussi qui sont plus vertueux que d'autres. Et je pense en l'occurrence à Matomo pour pouvoir faire des stats en tout cas sur l'analytics qui sont plus vertueux, qu'on peut auto-héberger aussi. Parce que chez Google, pour le coup, on sait pas ce qui se passe. C'est une boîte noire et on sait pas ce qu'ils font de nos données. Donc moi, ça me pose question. Bonne remarque, Vrouir. Réaction par rapport à cette question et puis ensuite on va attaquer la question de Ayoub Zarafa.
Donc, UX et surconsommation des requêtes, quid de la sobriété, on t'entend plus. Peut-être débrancher et rebrancher. Et non. Bon, on continue à accumuler les bugs. Et Ayoub nous rajoute une question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui est pour vous une attitude responsable envers l'usage du numérique? Romain? C'est surtout de respecter l'utilisateur et c'est surtout ça, et puis d'être le plus sobre possible. Ouais, ça se limite de manière un peu pragmatique en tout cas. C'est vraiment ça, de répondre aux besoins de l'utilisateur sans surplus fonctionnel, sans gras numérique, comme j'aime le dire. C'est assez simple, mais malgré tout, on a plein d'exemples. Il y a des études qui démontrent qu'il y a à peu près à 40 à 50% des fonctionnalités qui sont peu ou pas utilisées sur le web. Donc, quand on parle de sobriété, c'est vraiment un vrai sujet. Et on le perçoit pas forcément, mais tout ce gras numérique, ce gras fonctionnel, il a un impact sur l'environnement. Donc, il faut quand même le prendre en compte et essayer de dégraisser toutes ces fonctionnalités. Pour situer, j'aimerais juste prendre un seul exemple sur les formulaires de contact, sur des sites web. Très souvent, on trouve une Google Maps, donc c'est une iframe, une page web dans une autre page web, qui nécessite énormément de ressources et qui est bourrée de fonctionnalités. On peut calculer son itinéraire pour rejoindre l'entreprise, on peut voter pour l'entreprise, on peut faire beaucoup de choses. Et est-ce que l'utilisateur a réellement besoin de ça? Je ne sais pas quel pourcentage, mais peut-être 60-80% des utilisateurs n'ont pas besoin de cette fonctionnalité-là. Donc on peut peut-être trouver des pirouettes pour que ce soit beaucoup plus léger. Par exemple, mettre une image pour situer l'entreprise, ça me semble amplement suffisant pour une bonne partie des utilisateurs. Si dans le cas on veut faire son itinéraire, cliquer sur la carte pour aller sur le service adapté. En tout cas, la sobriété, c'est à mon sens vraiment une priorité sur l'éco-conception. Et là-dessus, le design a un grand rôle à jouer. Mais tu mets le doigt où ça fait mal. On n'arrête pas d'envoyer des cookies et des trackers et on n'apprend pas de ces cookies et trackers et on laisse ces services qui consomment beaucoup de requêtes. Et donc, c'est là où ça fait mal, je pense. Oui, c'est là que ça fait mal et ça vient peut-être aussi de notre éducation. Enfin, il y a quelque chose à réfléchir à ce niveau-là, ou dans le marketing aussi, peut-être également. On est souvent sur une philosophie de qui peut le plus, peut le moins. Et ça nous pénalise aujourd'hui. Enfin, on est toujours là dans la réflexion avec le client. Et peut-être que l'utilisateur, il va avoir besoin de ça. Mais non, est-ce qu'il a réellement besoin de ça? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Donc le syndrome de l'overfeaturing, pour parler français. Voilà, tout à fait. Vrouir, est-ce qu'on t'entend? Non. Tu vas devoir chanter, même en chantant. Non. En attendant que Vrouir retrouve la voix, Frédéric, est-ce qu'il y a des étudiants qui ont des questions, puisqu'il est 18h23? Oui, une question. Viens sur scène. J'ai une question de la salle qui vient à pied. C'est pour ça que c'est un peu plus long. C'est le lag présentiel. Le lag physique. Ah. Donc voilà. Bonjour. Je voulais savoir si c'était possible d'être compétitif sur le marché quand on a des solutions qui sont sobres numériquement. Ok, Romain, la question business qui fait mal, vas-y. Ouais, alors elle fait pas mal du tout. Quand on propose un service éco-conçu, dans l'éco-conception, donc on a une règle qui sont les 3 P. Les 3 P qui sont People, Planet, Profit. Donc ça, c'est un peu le début de la réponse. Et ensuite, quand on travaille en éco-conception sur un service numérique, on est obligé d'avoir une approche par l'accessibilité, par l'efficience technique, donc d'avoir des bons résultats et une bonne performance.
Et par ce biais-là, on obtient des très très bons résultats. Il y a plusieurs stats et souvent Amazon donne des stats assez hallucinantes. Si on gagne 1/10 de temps de chargement, ça fait tant de milliards de chiffres d'affaires en plus. Je sais pas si des millions ou des milliards, et je me souviens plus de l'étude exactement, mais en tout cas c'est assez hallucinant pour eux. Donc l'éco-conception permet également d'améliorer son référencement de manière par la performance, par une approche très sobre aussi du code et par l'accessibilité aussi et donc du web sémantique. Donc toute l'approche d'éco-conception est très bénéfique pour le business, hein, pour parler un peu vulgairement. Est-ce que ça répond à ta question? Bah, ça répond, mais je me demande, par exemple, s'il n'y a pas la carte, l'exemple de tout à l'heure sur un site, est-ce que l'utilisateur il va pas aller vers une autre solution? C'est un peu la réponse. On peut afficher donc sur un formulaire de contact. Tout dépend du projet, tout dépend du client, et ça dépend de beaucoup de choses. Ça va dépendre du besoin utilisateur, mais si l'utilisateur ressent le besoin d'aller sur la carte, peut-être qu'on peut lui proposer de cliquer sur la carte pour aller sur OpenStreetMap pour réaliser son itinéraire. Ça, c'est une solution. Donc, du coup, on l'emmène sur un autre service. En fait, la manière de voir cela, ce que Romain suggère, c'est quelle est la question que cette page web essaye de répondre à l'utilisateur. Et si c'est expliqué d'aller du point A vers le point B, une image suffirait au lieu d'avoir un iframe qui prend beaucoup de ressources. Et donc, ce sont des décisions de design. C'est bien cela, Romain? Oui, c'est bien ça. La question, c'est est-ce qu'on a, par exemple, pour un site web, pour un peintre du bâtiment, est-ce qu'on a besoin de mettre une Google Maps pour pouvoir calculer son itinéraire? Il y a très peu de chance parce on n'a pas besoin d'aller se déplacer voir le peintre. C'est plutôt le peintre qui va venir chez nous pour repeindre notre cuisine. Donc dans ce cas-là, avoir une Google Maps, c'est peu intéressant. Et je vous invite à aller voir les sites de différents peintres dans le bâtiment. Et il y en aura une très grande partie où il y aura une Google Maps pour afficher où est ce peintre. Donc les étudiants, faisons l'analyse de toutes ces PME qui utilisent de manière automatique toute une série de fonctions sans se poser la question. Alors là, je pense que la responsabilité du design, pour revenir vers la thématique du jour, c'est tous ceux qui vendent ces sites web en main ou pas en main ont une responsabilité aussi. Je sais pas ce que tu en penses, Romain. Oui, tout à fait. Les solutions type Wix, type WordPress.com, dès qu'on peut faire un site web un peu tout seul, c'est toujours sur une philosophie, j'ai dit tout à l'heure, de qui peut le plus, peut le moins. Donc, pour ceux qui vendent des thèmes, ils sont obligés de prévoir un maximum de fonctionnalités. Et donc, on charge énormément de code pour essayer de répondre aux besoins. Et il y a une grande partie du code qui est totalement inutile, une grande partie des fonctionnalités qui ne serviront pas sur le projet. Mais après, l'utilisateur, le peintre, en l'occurrence, pour revenir à la question de tout à l'heure, le peintre, il va se dire peut-être que ce sera utile, peut-être que si je mets ça, ce sera bien. Et c'est un peu au cas où, quoi. Il y a cette philosophie de au cas où, vous savez, on le retrouve dans plusieurs éléments, ce au cas où. Je suis sûr qu'il a un impact environnemental assez important. Et le peintre, en l'occurrence, il va se dire au cas où, s'il a besoin de faire l'itinéraire, je vais lui mettre la Google Maps. Ok, super. Voir, est-ce que le son est revenu? Au cas où le son reviendrait? On commence à t'entendre. Ouais. Donc nous étions aujourd'hui dans un panel avec 4 panélistes et nous nous retrouvons avec 1,5 panélistes pour le moment. Vous m'entendez maintenant ou bien ça marche encore? Oui, ça marche. Ah oui. Ok. Ok. Bon, je voulais juste dire comment sur les produits et les fonctions des sites web. Un exemple avec nous, quand on fait de la recherche d'action et on fait des enquêtes avec les usagers, on a toujours la tendance de mettre des questions qu'on ne peut pas utiliser après. Et ces questions nous donnent des personal, des data très
personal ou bien it's a bit private, c'est un peu private, mais on demande ça, même si on ne va pas les utiliser. Pour moi, pour un designer, pour quelqu'un qui fait de la recherche ou des enquêtes, on doit aussi, comme Romain disait, si on n'a pas besoin des questions ou bien des features extra, on ne les met pas dès le début parce que ça vient entre. It creates lack of trust. Donc, un manque de confiance. Ça nous aide pas à bâtir, à créer de la confiance entre le designer ou bien le produit qu'on va créer et l'usager. Donc, je voulais juste mentionner the more you have, the more features you include, the less people have trust in the product. Oui, c'est ce à quoi Romain faisait aussi allusion. Je vois que Ayoub Zarafa s'énerve sur le chat et demande qu'on réponde absolument à ces 5 questions. Mais paradoxalement, je vois que les questions ont été répondues en partie ou pas. Ayoub, qu'est pas ça? Le numérique transforme-t-il la participation citoyenne? Que permet-il de faire mieux et de faire différemment? Vrouir, tu veux te lancer avant que Ayoub nous renvoie un autre message violent? Oui, le numérique transforme la participation citoyenne et dans des contextes spécifiques, elle ne transforme pas seulement, elle assure la participation citoyenne. Je vais juste vous donner un exemple de Beyrouth il y a 2 mois, il y a 8 semaines aujourd'hui, quand on a eu l'explosion, si vous avez entendu, dans des endroits où on a eu les cas très grands, les communautés et les gens qui vivent là-bas n'avaient pas aucune participation dans les services publics, ou bien dans le design des services publics, ou bien des discussions publiques. Et on a utilisé des plateformes comme Kubo, Google Forms, et tout ça pour voir c'est quoi leurs besoins en arabe, bien sûr. Et c'est la première fois que ces gens, une très grande pourcentage de ces gens, ont partagé leurs avis et nous ont dit vraiment à quoi ils ont besoin. Donc, je juste dire que oui, le numérique, spécifiquement dans des cas très particuliers ou bien dans des endroits qui sont en crise, ça peut être très useful et nous donne des insights très importants. Super. Tiens, je me pose une question, Vrouir. Il y a un retour sonore. Est-ce que tu as dans ta pièce un audio qui revient dans ta pièce et qui fait une boucle sonore? Non? Est-ce que ce serait Frédéric dans votre salle? Le micro était coupé. C'est pas nous. D'accord. Comme on est en train de débugger live, profitons-en. On sera avec le public essayant de débugger ce dispositif parce que là, c'est assez douloureux. Il est 18h33. Merci. Merci à Vrouir et à Romain d'avoir participé à ce panel dans des conditions assez mystérieuses. Stéphane, sorry for you. Et Mélie, merci d'avoir été là. Frédéric, tu veux reprendre la main et voir comment on essaye d'atterrir sans tuer les 53 personnes qui sont encore là? Oui, on va atterrir très simplement. On va d'abord les remercier de leur attention et de leur patience parce que effectivement sur ce deuxième panel, on a expérimenté pas mal de difficultés techniques et c'est vrai que ça peut un peu gâcher l'expérience, je dirais, et l'intérêt qu'on a à écouter l'ensemble des intervenants. Quand on peut les écouter, et je tiens encore à m'excuser auprès de Stéphane Vial, effectivement, on aurait bien aimé l'entendre et ça n'a pas été possible pour des raisons strictement techniques. Voilà. Peut-être ce qu'on avait prévu avec Antonio, et je vais demander à Antonio de me rejoindre sur scène, c'était de conclure
cette première séquence. Donc on est sur un numéro 0 d'une Interaction Design Day francophone. De ce côté-là, je pense qu'on a à peu près, il y a quelques glissements vers les anglicismes de temps à autre, mais je pense qu'on a à peu près tenu le challenge. Antonio est à côté de moi là. Voilà. On a voulu travailler sur une organisation collective et c'était pas complètement gagné d'avance parce que XDA c'est un archipel de démarches bénévoles et donc on a le temps qu'on peut y consacrer, pas forcément le temps qu'on devrait y consacrer à un événement de ce type-là, et je pense que c'était important néanmoins de se mettre ensemble et de travailler ensemble. Et puis il y a un certain nombre de gens qui étaient pas disponibles au moment où on devait s'atteler à cette programmation, mais qui étaient très intéressés. Je pense à Gelto à Toulouse, je pense à l'équipe de Tunis qui est très passionnée, etc. Tout un tas de gens qui ont finalement pas pu tant contribuer que ça, mais c'est pas grave, ils seront là l'année prochaine, et si on fait une édition 2021 francophone, eh bien, je pense qu'ils seront là. Je tenais à remercier énormément les intervenants. Je pense à l'ensemble des intervenants du premier panel et du deuxième panel, parce qu'effectivement c'était là aussi un pari qu'on a fait ensemble, et il y avait du fond dans les échanges. Voilà. Et puis je tenais à remercier toute la petite équipe aussi qui s'est fédérée autour de ce projet-là. Je pense évidemment à Jude à Montréal qui a passé pas mal de temps, et je pense qu'effectivement on a débugué un certain nombre de choses pour Interaction 21, donc c'était un peu aussi l'idée de se lancer là-dedans. Je pense à l'équipe de Nantes, Antonio, Renaud qui est dans la salle. Merci Renaud. Marie, évidemment, qui a beaucoup donné, qui a animé de main de maître ce premier panel. Voilà. Et puis les soutiens à Locke, évidemment. Mr. President. Locke, évidemment. Et puis l'équipe qui est aussi, que je tiens à remercier, Brenda Sanderson, secrétaire général, qui a veillé au grain sur notre petite opération, qui était un peu atypique puisque la logique des autres chapitres, c'était une logique continentale. Et le fait de travailler sur l'espace francophone, de fait, on a fait exploser la logique continentale puisqu'on travaillait de l'Amérique du Nord à l'Afrique du Nord, en passant par le Moyen-Orient. Donc c'était une façon aussi d'élargir les horizons et de travailler sur une autre logique. Gilles Demarty, qui s'occupe du chapitre de Lausanne, qui est un des anges gardiens de XDA aussi, tu confirmes, Alok, qui nous a beaucoup aidé sur les aspects techniques, sur conf, etc. Ça s'est pas forcément vu sur la deuxième panel, mais on avait aussi réglé un certain nombre de trucs en amont. Voilà. Et puis je tiens à remercier les étudiants de l'école de design qui ont été présents, attentifs, vraiment. Et c'était important que vous soyez impliqués. On vous voit. Je tenais à remercier aussi l'équipe de la cantine qui nous a accueillis à Nantes, avec là aussi dans des conditions sanitaires qui sont vraiment pas simples. Donc c'était bien d'avoir un point de chute présentiel et puis d'avoir un peu de chaleur humaine aussi en direct. Et puis évidemment tout très cher. Frédéric, tu permets? Oui. Je pense qu'on doit super remercier Frédéric d'avoir tiré tout le projet, et Antonio qui est à côté de lui. Grâce à l'énergie que vous avez mis là-dedans, ça a permis de voir exister cette première version 0. Et Vrouir, merci d'être de la partie en venant de Beyrouth, malgré tout ce qui t'occupe. Donc super, merci à vous tous. Voilà. Donc on se dit rendez-vous à Montréal en ligne. Oui, donc pour vous rappeler à tous, Montréal a lieu début février en ligne. Pour les étudiants, il y a encore possibilité de participer au Student Design Challenge, mais je vais passer la parole à Jude qui est là. Oui, Jude, tu veux en dire un mot? Qu'est-ce qui reste comme date ouverte pour Montréal?
une date ouverte. Student Design Challenge Awards. Ah oui, Student Design Award. C'est le... Donc, deadline pour soumettre le 16 octobre. 16 octobre. Donc, les étudiants, allez-y. Et 30 octobre pour tout ce qui est Interaction Design Awards. C'est bien ça. Donc, vous avez encore l'occasion de soumettre vos projets. Romain, ça peut être pour toi. Hein. Un projet éco-conception bien emballé et tout, tu le soumets dans Interaction Design Awards. La même chose pour Vrouir et tout ton réseau. Donc, il y a plusieurs catégories. Donc, allez voir sur awards.axda.org. Et vous allez avoir toutes les infos. Donc, je crois qu'on a fait le tour des remerciements. C'est pire que les Césars. Ouais. Antonio n'en peut plus et il veut aller boire sa bière. On n'a même pas de bière. Il faut qu'on sorte ça, qu'on aille à la chasse à la bière. Merci à tous. Merci à très bientôt. Très bientôt. Salut à Montréal, salut à Beyrouth. Salut à Bruxelles. Bonne récup à Florent. Ouais. Faites attention. Thanks, Vrouir.